Hollande indiquait ceci: c'est pourquoi j'engagerai avec le Parlement la réforme fiscale dont notre pays a besoin. C'est pour la justice que je reviendrai sur les allègements de l'impôt sur la fortune. C'est pour la justice que je veux que les revenus du capital soient taxés comme ceux du travail. Qui peut trouver normal qu'on gagne plus d'argent en dormant qu'en travaillant? C'est pour la justice que je veux fusionner, après les avoir rapprochés, l'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée, dans le cadre d'un prélèvement progressif sur le revenu. C'est pour la justice que je porterai la tranche supérieure à 45% de l'impôt sur le revenu pour ceux qui touchent plus de 150 000 euros. Et on ne me fera pas croire qu'avec 150 000 euros, ce sont les classes moyennes qui seront concernées. C'est pour la justice que je veux que nul ne puisse tirer avantage de niche fiscale au-delà d'une somme de 10 000 euros de diminution d'impôt par an. Donc voilà, en fait, en janvier 2012, quel était le cadre posé par François Hollande à son quinquennat, qui était alors une possibilité, qui est devenue une réalité. Et je dois dire que la réalité aussi a dépassé, dans certains cas, ce que l'on pouvait craindre en termes de fiscalité et notamment de pression fiscale sur les particuliers. Et de ce point de vue, je crois quand même qu'il faut lui reconnaître une chose, c'est que durant ce quinquennat, le gouvernement Hollande, enfin le quinquennat Hollande, a su préserver globalement les entreprises. Et il faut avouer, en reprenant les chiffres, que finalement la pression fiscale sur les entreprises a beaucoup moins augmenté entre 2012 et 2016 que sous le quinquennat précédent de Nicolas Sarkozy. Globalement, en fait, la pression fiscale sur les entreprises a augmenté de 2%, lorsque, sous le quinquennat entre 2007 et 2012, elle avait augmenté de 10%. Alors, les chiffres que je vais vous citer, en fait, sont issus d'une étude qu'a réalisée le cabinet concurrent et néanmoins confrère Francis Lefebvre, sur justement un bilan fiscal du quinquennat de François Hollande, et ce rapport a été publié tout récemment, fin septembre. Donc ce qui est vrai, c'est que pour les entreprises, globalement, on s'en est plutôt pas mal sorti, et ce qui prouve quand même que le tournant libéral de ce quinquennat, en tout cas pour les entreprises, est vrai. Alors, notamment pour les entreprises, la mesure phare, c'est la mise en place du CICE, alors qui peut, donc crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, qui globalement constitue à accorder donc un crédit d'impôt sur les sociétés aux entreprises. Et ce crédit d'impôt est calculé sur la masse salariale, et on retient en fait les salaires jusqu'à 2,5 fois le SMIC, et vous avez un taux. La finance pour 2017 est votée, pourrait augmenter à 7%. Et ce crédit d'impôt constitue globalement un coût pour l'État de 13 milliards. Donc c'est quand même quelque chose de significatif pour les entreprises. Vous avez également pour les entreprises le crédit d'impôt recherche, qui est vraiment un outil assez formidable pour l'innovation. Et de ce point de vue-là, alors là c'est pas propre à ce quinquennat, puisque le crédit d'impôt recherche existe depuis longtemps, en particulier et également pour les chefs d'entreprise, et plus généralement effectivement pour les personnes qui ont des revenus du patrimoine. Là effectivement on n'est pas été loin du massacre. Alors dans les mesures qui ont été citées, certaines ont effectivement été mises en œuvre immédiatement. Donc la tranche supérieure à 45% de l'IR, ça a été voté. Le plafonnement des niches fiscales à 10 000 euros, ça a été voté. Sachant que ce plafonnement des niches fiscales, en fait, il avait été instauré déjà sous le quinquennat précédent. Et plus ça allait dans les années, plus on avançait, en fait, plus le plafond était bas. Donc finalement, là, François Hollande a suivi le mouvement en le plafonnant à 10 000 euros, ce qui est quand même très très bas. Donc ce qui fait que donc plafonnement des niches fiscales, c'est simplement pour dire que finalement, l'ensemble des réductions, des crédits d'impôt, sauf quelques exceptions, dont peut bénéficier un particulier, eh bien, au total, les avantages qui sont liés à ces mécanismes incitatifs ne peuvent pas excéder 10 000 euros. Donc ça a été mis en œuvre. Il y a eu aussi un relèvement de la CSG, notamment sur les revenus du patrimoine, puisqu'on est passé d'un taux de 13,5% à 15,5% à l'été 2012. Bien évidemment, et ça a été un impact fort pour l'ensemble des familles. On a eu le plafond du quotient familial, des effets du quotient familial, qui est aujourd'hui plafonné à 1 500 euros par demi-part, donc ce qui est quand même très très bas, et qui a eu un impact très important sur l'impôt sur le revenu.
On a eu le gel du barème également de l'impôt sur le revenu, qui a eu pour effet dans les premières années de faire entrer dans le champ de l'application de l'impôt sur le revenu un assez grand nombre de contribuables qui jusque-là ne payaient pas l'impôt sur le revenu. Pour autant, ces contribuables qui n'étaient pas dans l'impôt sur le revenu, entre-temps, sont ressortis de l'impôt sur le revenu. Ce qu'il faut effectivement souligner, c'est que aujourd'hui, le gouvernement présente un certain nombre de baisses d'impôts depuis 2 ans sur l'impôt sur le revenu. Ces baisses d'impôts ont été ciblées en fait sur effectivement, on va dire, les contribuables les plus défavorisés, en tout cas avec les revenus les plus faibles. Et globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que 70% des hausses d'impôts sur le revenu ont été supportées par les 20% de contribuables les plus aisés. Donc, ce qui veut dire quand même que l'essentiel des hausses, et notamment c'est lié aux hausses des revenus, de la hausse de l'imposition des revenus du patrimoine, a été supporté par les contribuables les plus aisés. Un point aussi qui a été très, très impactant, ça a été la fiscalisation des heures supplémentaires, qui a été supportée, qui du coup a impacté 70% globalement des classes, des ménages, 70% des ménages. En ce qui concerne un célibataire, ça a impacté par exemple les célibataires qui avaient un revenu qui était compris entre 17 900 et 37 200 euros annuels. Donc on voit qu'on est quand même assez bas dans l'impact. Globalement, si on regarde un peu en termes macro, on a eu une augmentation nette des prélèvements obligatoires sur les années 2012, 2013 et 2014, puisqu'on est passé donc vous savez, on mesure souvent le prélèvement obligatoire versus sur le PIB en pourcentage. Donc on avait un pourcentage, le plus bas niveau atteint, c'était 41% en 2009. Attendez, je reprends les chiffres parce que je n'ai pas tout retenu par cœur. En 2012, on est à 43,8%. En 2013-2014, on est monté à 44,8%, qui était le sommet. On est redescendu à 44,5% en 2016, normalement. Et on devra être à peu près sur un taux identique. Donc là, c'est le prélèvement obligatoire global, c'est-à-dire aussi bien pour les entreprises que pour les ménages. Et si on rentre dans le détail, il faut savoir que les ménages, eux, donc les prélèvements obligatoires supportés par les ménages, ont augmenté de 24,18% à 25,45% du PIB sur la période 2012-2016. Alors que globalement, pour les entreprises, on est resté sur un taux de prélèvement obligatoire stable aux alentours de 18,6%. Donc vous voyez que c'est vraiment les ménages qui ont supporté l'essentiel de la pression fiscale. Globalement, on estime que l'impôt sur le revenu sur la période a augmenté entre 14 et 16 milliards d'euros selon les études, et que globalement, en tenant compte de la hausse de la CSG, également de la hausse de la TVA, parce qu'il faut bien voir qu'en fait la TVA, in fine, elle est supportée par les particuliers, par vous et moi. Donc effectivement, quand on a passé le taux de TVA de 19,6 à 20 et puis le taux réduit de 7 à 10, eh bien ça a un impact nécessairement sur les ménages. Donc globalement, on estime que c'est 45 milliards d'impôts qui ont été supportés par les ménages en plus sur la période entre 2012 et 2016 en global. Voilà, je ne voudrais pas trop vous abreuver de chiffres. Alors, la taxe de 75% sur les hautes rémunérations, c'était, vous savez, le gimmick de François Hollande. Donc effectivement, là, ça a été recalé par le Conseil constitutionnel. Heureusement, en fait, que le Conseil constitutionnel est là, puisqu'en fait, grâce à lui, il y a un certain nombre quand même de mesures qui n'ont pas passé. Donc il y a la taxe exceptionnelle de 75% sur les revenus, qui n'est pas passée, et qui s'est retrouvée du coup pour 2 ans à la charge des entreprises, sous une forme un peu différente. Il y a eu tout le sketch sur la réforme des plus-values sur valeur mobilière, parce que là également c'était le grand truc, excusez-moi pour parler un peu trivialement de François Hollande, c'est de dire, son discours, je vais taxer les plus-values comme les salaires, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on paye moins d'impôts quand on cède des titres que lorsqu'on travaille, et au contraire on devrait plus taxer. Donc là, en fait, il y a eu une barrière par le Conseil constitutionnel qui a considéré que là, on arrivait en fait à un taux d'impôt global qui était confiscatoire. Plus, il y a eu la révolte des pigeons à l'époque, qui étaient les jeunes entrepreneurs
qui trouvaient que là, vous voyez plus trop l'intérêt d'investir en France et d'entreprendre en France si c'était pour être massacré à la sortie. Et donc, en fait, il faut savoir, c'est qu'entre 2012 et 2013, en l'espace de quelques mois, il y a eu 3 régimes différents qui se sont succédés pour l'imposition des plus-values sur valeur mobilière. On est aujourd'hui sur un régime qui fonctionne donc depuis 3 ans et qui, globalement, en fait, qui est par un système d'abattement pour durée de détention. Et en fait, quand vous arrivez à un taux d'abattement de 65%, c'est-à-dire qui correspond à 8 ans de détention des titres, vous vous rendez compte que peu ou prou, on arrive au taux de fiscalité effectif qui était celui applicable à fin 2012, enfin à mai 2012, au moment de l'élection présidentielle. Donc, finalement, il faut toujours se garder des grandes annonces, parce qu'en pratique, voilà, la réalité aussi est là pour finalement rattraper ces annonces, ces effets d'annonce. Et donc on est finalement globalement, aujourd'hui on peut estimer que c'est encore beaucoup trop, mais on est sur un taux en tout cas effectif d'imposition des plus-values, sous réserve de cette délai de détention de 8 ans, qui est globalement comparable à ce qui était auparavant. Je terminerai par l'ISF. Là également c'est un bel exemple de réalité. Donc, vous savez que Nicolas Sarkozy avait réformé l'ISF juste avant de partir, avec finalement, on était parti sur des taux d'imposition qui étaient beaucoup plus bas, et un seuil de déclenchement qui était relevé à 1,3 million versus 850 000 euros juste avant. Donc bien évidemment, dès l'été 2012, un collectif budgétaire a été voté pour remettre l'ISF tel qu'il était avant. Et donc les contributeurs qui étaient assujettis à l'ISF en septembre 2012 ont dû acquitter un complément d'ISF, et on a gardé quand même le seuil à 1,3 million. Et surtout, là également, c'est le Conseil constitutionnel qui a obligé le gouvernement à revoir sa copie. Et le gouvernement a été obligé de conserver en fait un dispositif de plafonnement de l'ISF, plafonnement qui est à 75% des revenus, c'est-à-dire globalement l'IR, les prélèvements sociaux plus l'ISF ne peut pas excéder 75% des revenus. Et finalement, on est dans un dispositif qui n'est pas si éloigné du bouclier fiscal qui était tant décrié, à la différence près qu'avec le plafonnement, il n'y a pas de chèque à faire. Effectivement, il y a cet aspect, je dirais, cosmétique, que l'État n'a pas à faire un chèque à des contribuables fortunés. Mais en revanche, en termes d'optimisation et d'organisation du patrimoine pour essayer de payer un peu moins d'ISF, le plafonnement peut être tout à fait efficace. Et c'est tellement efficace que dans le projet de loi de finances, il y a un dispositif qui vise notamment à lutter contre les holdings patrimoniales qui permettent justement de capitaliser des revenus dans une holding et donc d'activer le plafonnement. Voilà, je vous propose de passer au séance de questions. Merci pour cet exposé. Je pense qu'il y a peut-être des choses qu'on va vous demander de décrypter, notamment parfois dans les abréviations, parce que tout le monde n'est pas familier de l'ensemble de ces abréviations. Donc on a bien compris que si les entreprises avaient finalement plutôt bien passé ce quinquennat, pour les particuliers et pour les familles, ça avait été nettement plus douloureux, et notamment pour cette catégorie des plus aisés. Alors je trouve que la formule est assez intéressante, parce que tout le monde ne met pas la même réalité derrière ce qu'on... Alors je dis souvent, mais définissez-moi les aisés, parce que on se rend compte parfois que dans l'acception gouvernementale, on est très très vite dans ces catégories des aisés. Voilà. Je vous propose que l'on prenne quatre questions. Alors, Monsieur Point, je vous apporte le micro, ce sera plus confortable pour tout le monde. Oui, merci Maître. Il y avait juste une question, à l'époque aussi en 2012, ou après, peut-être un peu après, il était évoqué l'harmonisation fiscale au niveau européen. Est-ce que, au travers de votre analyse dans les années 2012 à 2016, l'évolution de la fiscalité que vous avez rappelée a été concernée par cela ou pas du tout? Et l'avenir aussi? Alors, bonne question, effectivement. Alors, pour les plus aisés, il faut juste savoir pour répondre, que dans l'étude de Francis Lefebvre,
Les 20% plus aisés sont définis comme, pour un célibataire, un revenu annuel supérieur à 29 000 euros, et pour une famille avec 2 enfants, 62 000 euros. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc on est quand même bien loin aussi des 150 000 euros. Alors, pour répondre directement à votre question, la problématique de l'harmonisation concerne davantage les entreprises que les particuliers. Donc là, effectivement, pour les entreprises, il y a un vrai sujet d'harmonisation, parce qu'il y a une concurrence fiscale très forte. Donc l'harmonisation, elle est de fait notamment sur le régime des sociétés holding, par exemple. Globalement, tous les pays européens ont le même dispositif, ce qui est d'ailleurs la meilleure protection pour le dispositif français, pour ces sociétés holding, puisque revenir sur les exonérations de dividendes et de plus-value, ça serait certainement ouvrir la porte à un exode massif de nos sociétés holding. Il y a une vraie convergence, là, il y a tout le débat actuellement sur la convergence des taux d'impôt sur les sociétés, sachant que convergence de taux sur l'impôt sur les sociétés, il faut quand même être un petit peu vigilant parce que le taux d'impôt, ça fait toujours sur une assiette. Et en fait, les règles d'assiette ne sont pas forcément les mêmes selon les États. Donc en fait, lorsqu'on parle de convergence, c'est à la fois les convergences au niveau de l'assiette et au niveau du taux. Et là, au niveau de l'Union européenne, il y a actuellement, effectivement, depuis déjà un certain nombre d'années, un groupe de travail qui se réunit et qui avance pour harmoniser harmoniser les règles d'assiette. Parce que, par exemple, en Allemagne, il y a un taux d'impôt plus faible, et par contre, l'assiette est plus large qu'en France. Donc, du coup, voilà, il faut comparer. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, non, il y a moins de problématiques d'harmonisation. Il y a une concurrence qui existe, notamment il y a une concurrence avec le Portugal actuellement. Si vous regardez, effectivement, le Portugal a mis en place un dispositif incitatif pour accueillir des personnes retraitées ou inactives, enfin n'ayant plus d'activité professionnelle, avec un dispositif en effet très intéressant. Donc voilà, donc il y a un petit effet de mode, mais globalement il y a moins d'harmonisation au niveau de l'impôt sur le revenu. Merci. Une autre question? Oui, j'apporte le micro. Est-ce qu'à propos de l'impôt prélevé à la source, vous avez dit que cela serait générateur de plus de justice? En face, il y a le problème du fonctionnement. Est-ce que ça va être aussi plus compliqué à gérer? Où est le bénéfice de ce passage à l'impôt à la source? Alors en fait, moi j'ai pas un dédoublement de partialité, donc je ne suis pas François Hollande, c'est François Hollande qui l'avait dit. Et d'ailleurs je suis assez content de ne pas dédoubler avec François Hollande. Et en fait, pour répondre à votre question, ça sera tout de suite après. Voilà. Oui, on va faire une séquence spécifiquement sur le prélèvement à la source, puisque... Alors je dis tout de suite que nous expliquerons le prélèvement à la source tel qu'il est aujourd'hui présenté, parce qu'il y a eu énormément d'évolutions dans le montage de ce prélèvement à la source, mais s'il y a alternance, il y aura retour à la situation hantée. C'est-à-dire que l'ensemble des candidats ont dit qu'ils n'appliqueraient pas le prélèvement à la source, et cela est possible parce que même si le ministère et les services commencent à préparer cela, c'est une mesure sur laquelle on peut revenir sans difficulté. Il y a des choses qui sont plus compliquées à détricoter, mais celle-ci, elle peut ne pas être mise en place au 1er janvier 2018. Alors, d'autres questions? Oui. Alors, deux questions. Et puis après, moi, j'en aurais une aussi, parce qu'on a beaucoup parlé des impôts qui étaient prélevés au niveau national, au niveau de l'État. Mais il y a aussi tous les impôts qui sont prélevés par les collectivités territoriales, dont on a quand même le sentiment aussi qu'ils ont plutôt augmenté. Donc on rappelle un petit point là-dessus. Alors ici, et puis ensuite... Les Français bénéficient de droits d'enregistrement relativement bas et ils sont très attachés à cet état de fait. Contrairement aux États-Unis où l'État prend pratiquement tout. Ne serait-il pas de bonne politique d'exonérer jusqu'à 1 million d'euros les successions, surtout que la fiscalité des successions ne rentre que pour 5% dans les recettes de l'État. Et ce serait une bonne politique surtout que ces droits d'enregistrement occupent beaucoup de fonctionnaires des impôts et le personnel notarial
et ce serait de bonne politique. Alors là, je pense que sur le sujet, chacun peut avoir son avis, parce que là, c'est un vrai choix de politique fiscale, et presque quelque part un choix de société. Enfin, moi, c'est ce que je considère, et ça dépend de l'approche que vous avez. Si vous avez une vraie approche libérale, à mon sens, l'imposition des droits de succession se justifie pleinement. C'est-à-dire que vous devez être dans une logique, enfin, vous pouvez être dans une logique qui est de dire que je transmets à mes enfants, l'État fonctionne, d'accord, mais à la limite, c'est à mon enfant de se faire et de se construire. Et dans cette logique-là, le pendant de cette logique, c'est de dire qu'au contraire, quand je suis en période de constitution de revenus et de patrimoine, là, je dois avoir une fiscalité plutôt attractive. Donc, moins d'impôts sur le revenu, moins de fiscalité sur le patrimoine, plus d'ISF, parce que là, effectivement, je vais inciter à entreprendre, je vais inciter à créer de la richesse. En revanche, effectivement, moi, ça serait plutôt mon positionnement, de me dire, à ce moment-là, dans cette logique, si on est sur cette logique-là de favoriser l'investissement et l'entrepreneuriat, si on va jusqu'au bout de cette logique libérale, il n'est pas complètement incohérent que les successions soient à ce moment-là taxées. Parce que, effectivement, vos enfants, ils seront, à leur tour, ils devront se prendre en main et investir. Et c'est une question presque plus philosophique et de société. Il y aurait eu moins d'impôts avant. Voilà, c'est un choix de... La problématique de la France, excusez-moi, c'est qu'en fait, on taxe tout, quoi. Et à tous les moments. Voilà, ça, c'est un peu la... Oui, même pour compléter là, ce que vous venez de dire, effectivement, moi j'étais entrepreneur pendant presque 45 ans et bon, à la fin j'avais un peu, j'étais à l'âge de la retraite, j'avais un peu mal au dos, mais c'est vrai que j'ai été un petit peu découragé par tous ces prélèvements et maintenant je suis un petit peu parti à, disons, mes enfants ayant, comment dire, bien ce qu'il faut pour travailler, il faut, comment dire, pour gagner leur vie. À la limite, je dépense un peu mes sous maintenant parce que pour éviter ce genre d'avoir trop de patrimoine à la fin, on va dire. Alors après, au niveau des questions, il y avait, bon, je ne sais pas si c'est peut-être pas le moment d'en parler, on a reçu actuellement, on a reçu des courriers des banques, dans une banque, là, pour les histoires de la loi Sapin, les plafonnements, des comptes, pour les garanties, en cas de garantie. Alors, je ne sais pas si je peux nous en dire deux mots. Et puis également, il y a un projet de loi là, pour taxer, alors attendez voir, la valeur locative des maisons, appartements non occupés ou. Non, sur l'habitation Ah bon, voilà, est-ce que c'est dans les tuyaux, alors, peut-être que vous avez des informations sur le deuxième point. À mon avis, sur le deuxième point, je pense que ça va rester effectivement dans les tuyaux. Je l'espérais. En revanche, effectivement, alors par rapport à ces histoires de plafonnement, effectivement, c'est dans la loi Sapin 2, loi Sapin 2, où notamment pour, alors, il y a un plafonnement, il y a surtout pour les assurances vie la possibilité en fait qu'aurait, alors sous, je me rappelle plus comment il s'appelle, il y a un comité de la réglementation qui pourrait donner, enfin qui pourrait autoriser en fait un blocage du rachat des contrats d'assurance vie en cas de crise économique et financière grave. Voilà. Donc là, alors là, je pense que le projet de loi est encore en discussion. Donc peut-être que tu peux nous dire effectivement. Ça n'est pas ma spécialité. Hein. Je ne suis pas la commission finance. De toute façon, on rentre en période de discussion du projet de loi de finances pour 2017 avec la partie recettes et puis la partie dépenses. Bien des choses sont inscrites dans ce projet qui ne seront pas forcément votées, sauf que nous sommes dans l'opposition et que même si certaines dispositions ne nous conviennent pas, pour autant qu'elles conviennent à la majorité, si elle n'est pas divisée, ça peut passer. Donc c'est à surveiller au fur et à mesure de la discussion, parce que malgré tout, dans cette majorité à 300, ils ne sont pas toujours tous unis derrière un certain nombre des propositions qui sont faites. Donc ce qui est proposé dans ce projet de loi ne sera pas forcément définitif en fonction des arbitrages qui seront faits au sein de la majorité. Mais nous ne pouvons venir qu'en appui de dissidents de la majorité socialiste et nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour faire obstacle à des choses qui feraient l'unanimité dans la majorité socialiste. Alors, c'est vrai par contre, sur cette question de j'en ai beaucoup entendu parler, moi je ne l'ai retrouvé nulle part,
cette idée que l'on pourrait taxer les personnes qui ont investi dans de l'immobilier locatif à partir du moment où elles ont terminé de rembourser leurs emprunts. Alors, ça a beaucoup circulé. Voilà. Et je ne sais pas si c'est une réalité. Voilà. Moi, je n'ai pas vu cela. Alors, est-ce que c'était simplement des choses qui ont été lancées sur des possibilités? Moi, je ne l'ai pas vu, mais ça circule énormément. Et alors, les gens ont d'ailleurs confondu en pensant que ça concernait même ceux qui occupaient leur logement, donc il y avait une forte inquiétude, ce que je comprends, mais sur la valeur locative de leur logement, ce qui n'est pas possible. Mais par contre, sur l'immobilier d'investissement, à partir du moment où l'emprunt était remboursé, qu'il y aurait une taxation supplémentaire. Alors, ce qu'il va falloir surveiller, c'est le projet de loi de finances rectificative pour 2016, qui lui n'a pas été déposé. Parce que les vraies mauvaises nouvelles, généralement, elles sont plutôt effectivement dans ce projet de loi de finances rectificative que dans le projet de loi de finances, lequel, on va y venir dans une seconde, à part le prélèvement à la source, il n'y a pas grand-chose. Alors de toute façon, c'est un projet de loi de finances un peu de période électorale. Hein. Donc, de toute façon, on évite de mettre dans ce projet des mauvaises nouvelles, quitte à les cacher un petit peu sous le tapis pour un certain temps. Bien, je vous propose que nous venions à la deuxième partie sur le prélèvement à la source, tel qu'il est prévu, parce qu'il a fait l'objet quand même de beaucoup d'allers-retours pendant ce temps de préparation. Voilà, il est aujourd'hui fixé jusqu'au vote de la loi, donc merci de nous l'exposer, puis je pense que ça suscitera beaucoup de questions, parce que là aussi, il y a pas mal d'inquiétudes à la fois sur la possibilité de garder une certaine maîtrise des informations qui sont données, qu'il n'y ait pas trop de divulgation, et puis on fait jouer aussi un rôle aux entreprises de percepteurs, est-ce que c'est tout à fait légitime? Merci. Le fait que les entreprises soient percepteurs, c'est pas nouveau, parce que toute la TVA repose sur ce concept. Donc, ça fera une ligne de plus, il va falloir adapter les logiciels de paie, le cas échéant. Alors, vous avez raison de souligner, c'est que pour l'instant, le projet de loi est en cours de discussion. S'il est voté, on peut penser qu'il sera voté quand même. De toute façon, la mise en œuvre n'interviendra effectivement qu'au 1er janvier 2018. Donc, compte tenu de l'alternance envisagée, et effectivement la position des 4 principaux candidats à la primaire étant de supprimer le prélèvement à la source, on peut imaginer qu'effectivement ce prélèvement serait supprimé. À la seule réserve près, ça serait l'hypothèse où effectivement la réforme pratique au niveau du ministère serait tellement avancée que ça serait un coût surdimensionné que de revenir en arrière. Cela dit, j'étais pas plus tard que vendredi dans un service des impôts, et le comptable public, donc qui collecte l'impôt sur le revenu, m'indiquait qu'il avait l'air assez dubitatif lui-même sur la réforme. Donc je pense qu'effectivement, il faut prendre cette réforme aujourd'hui avec des pincettes, mais en tout cas, effectivement, c'est bon de la connaître. Alors, quels sont les revenus? Alors, vous savez qu'aujourd'hui, en fait, il y a 1 an d'écart entre le moment en fait, où on perçoit le revenu et le moment où on le déclare et où on le paye. Donc ça, c'est le principe. C'est le principe de l'impôt sur le revenu qui existe depuis que l'impôt sur le revenu existe en 1917. Donc, voilà. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est une particularité française parce que les autres pays européens ou même aux États-Unis, par exemple, ont plutôt un système de revenu à la source qu'un système purement déclaratif. Donc, ce qui est envisagé, c'est donc d'appliquer un prélèvement à la source sur les salaires, sur les pensions de retraite et globalement sur également l'ensemble des pensions ou rentes viagères, d'une part. Donc ça, il y aura effectivement une retenue à la source, donc qui sera prélevée pour les salaires par les employeurs, et pour les pensions de retraite, ce sera effectivement l'organisme de retraite qui prélèvera à la source chaque mois cette retenue. En ce qui concerne les autres professionnels, donc les professionnels indépendants qui sont en BIC, donc bénéfices industriels commerciaux, pardon, je me méfie des acronymes, des bénéfices non commerciaux, c'est-à-dire globalement les professions libérales, ou les bénéfices agricoles, c'est-à-dire les agriculteurs, on sera sur un système d'acompte, c'est-à-dire que c'est le contribuable lui-même qui versera un acompte
mensuel aux impôts. Alors, mensuel ou trimestriel, parce que pour certains, il y aura une possibilité de verser la compte sur une base plutôt trimestrielle. Et puis, dernière catégorie de revenus concernés par la compte, c'est les revenus fonciers. Donc, effectivement, les revenus fonciers, là également, donc sur les loyers, il y aura l'obligation de prélever un acompte et de verser un acompte mensuel pour le contribuable. Donc, reste hors du champ du prélèvement à la source l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers, c'est-à-dire les intérêts, les dividendes, et également les plus-values immobilières et les plus-values sur valeur mobilière, donc les titres de société. Donc, pour toute cette catégorie-là, on va rester en fait sur une imposition telle qu'elle est aujourd'hui, avec un système de prélèvement, notamment sur les dividendes. Vous avez un système d'acompte de prélèvement qui est prélevé à la source, d'où la raison pour laquelle on n'applique pas la retenue à la source. Pour les plus-values immobilières, en fait, l'impôt se paye au moment de l'acte, en fait, globalement, si on schématise, au moment de la vente. Et pour les plus-values sur valeur mobilière, ça se paye effectivement avec un décalage. Mais là, je pense que l'objectif, en laissant les plus-values sur valeur mobilière hors du champ d'application de la retenue à la source, c'était notamment d'éviter un effet d'aubaine sur l'année 2017, sur laquelle je vais revenir dans un instant. Alors, il y a une vraie question qui a alimenté les débats tout l'été, enfin depuis qu'on parle de ce prélèvement à la source, c'est la problématique du taux d'imposition. Et qu'est-ce qui se passe? Mon employeur, il va connaître mon taux d'imposition. Donc, or, il peut y avoir des situations où j'ai un salaire relativement raisonnable, pas très élevé, et par contre, par héritage, j'ai reçu des biens immobiliers qui sont loués, donc j'ai des revenus fonciers, donc j'ai un taux d'imposition qui est bien supérieur en fait au taux d'imposition qui s'appliquerait sur mon seul salaire, et donc j'ai pas tellement envie que mon employeur le sache. Donc, dans ces cas de figure, le contribuable aura la possibilité de demander l'application d'un taux neutre ou d'un taux par défaut, qui est défini en fait donc, dans le projet de loi de finances. Il y a 3 tableaux en fait qui ont été arrêtés proposés par Bercy et qui déterminent en fonction du montant des revenus et de votre situation familiale un taux d'imposition neutre. Et donc à ce moment-là, ce taux d'imposition, c'est ce taux d'imposition neutre qui s'appliquera sur les salaires ou sur les pensions. Et bien évidemment, si vous avez un taux qui est appliqué pour le calcul de la retenue à la source qui est inférieur à ce que devrait être votre taux effectif de retenue à la source en tenant compte de l'ensemble des revenus, ça veut dire qu'il manque un reliquat. Mensuellement, il manque un reliquat pour le Trésor public. Et donc dans ce cas-là, il faudra que le contribuable, chaque mois, complète, donc fasse un virement directement au Trésor public pour compléter et arriver à ce qu'aurait dû être effectivement la retenue à la source. C'est là où on voit que la simplification est toute relative. Alors bien évidemment, l'objectif et l'argument qui est amené sur le prélèvement à la source, outre l'aspect simplifié, c'est de dire oui, mais aujourd'hui, quand vous avez un décalage d'un an, vous êtes pénalisé, notamment si vous avez une baisse de revenus d'une année sur l'autre, notamment par exemple en cas de chômage, avec une baisse significative de revenus. Si vous n'avez pas mis de côté l'année où vous aviez les revenus, vous pouvez être dans une impasse financière en tout cas. Et donc, effectivement, bien évidemment qu'il est prévu dans ce cas-là un ajustement automatique du taux de retenue à la source si vous êtes en situation soit de baisse de revenus, soit au contraire d'hausse des revenus. Bien évidemment, ça ne va pas enlever l'obligation de faire une déclaration fiscale au mois de mai de l'année suivante, d'une part pour déclarer l'ensemble des dividendes ou plus-values sur la mobilière réalisées par ailleurs, et puis également pour pouvoir tenir compte des réductions et des crédits d'impôt, puisque en fait, le taux de prélèvement à la source ne tiendra pas compte en fait des crédits d'impôt, des réductions d'impôt dont vous pouvez bénéficier par ailleurs. Il faut quand même garder une incitation fiscale. Il faudra bien faire cette déclaration. Donc globalement, ça ne va pas changer grand-chose. Personnellement, je me demande s'il n'aurait pas été beaucoup plus simple d'étendre quasiment obligatoirement la mensualisation. On sera arrivé à peu près, je pense, au même système. Et après, il reste l'année 2017, puisque c'est cette fameuse année blanche. Donc il était évident, compte tenu de la situation budgétaire de la France, qu'il ne pouvait pas y avoir d'année sans impôt. Donc il n'y aura pas d'année sans impôt. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en 2017, on va payer l'impôt sur les revenus de l'année 2016, normalement. Et en 2018, on commencera directement, si c'est effectivement en vigueur, on commencera à payer directement l'impôt à la source
donc à compter de janvier 2018. Reste la question des revenus 2017. Et donc sur ces revenus 2017, il y aura une déclaration qui devra être faite en mai 2018. Il y aura une mise en recouvrement de l'impôt, mais sur cette mise en recouvrement, vous allez bénéficier d'un crédit d'impôt qui va venir en moins de l'impôt sur le revenu et dont l'objectif est d'effacer finalement cet impôt sur le revenu. Mais on ne va pas effacer tout l'impôt sur le revenu parce que sinon c'est trop facile. Vous mettez une grosse distribution de dividendes sur 2017 plutôt que sur 2016. Donc ça, comme les dividendes sont exclus du prélèvement à la source, de toute façon c'est une fausse bonne idée. Mais si vous êtes par exemple dirigeant d'entreprise, on pourrait imaginer que vous versiez une prime un peu plus importante sur 2017. Donc ça, il faut savoir que ce crédit d'impôt sera calculé en retenant les revenus non exceptionnels. Et donc en fait, dans le projet de loi de finances, on ne définit pas ce qui est un revenu non exceptionnel, mais on définit finalement ce qui est un revenu exceptionnel, dont on déduit que tout ce qui n'est pas exceptionnel est non exceptionnel. Et donc, dans les revenus exceptionnels, alors vous avez effectivement tout ce qui est prime exceptionnelle pour les salariés, tout ce qui serait indemnité de licenciement, indemnité de révocation pour les dirigeants. En ce qui concerne les professions indépendantes, commerçants, professions libérales, etc., artisans ou agriculteurs, là, en fait, on va regarder les revenus 2017 et on va comparer les revenus 2017 par rapport à vos revenus des années 2014, 2015 et 2016. Et en fait, on considérera que votre revenu 2017, il est normal si il n'est pas plus élevé que le plus élevé des trois revenus de 2014, 2015 et 2016. Sachant que si vous avez un revenu qui est beaucoup plus élevé, mais parce que vous avez bien travaillé, et qu'en 2018, vous travaillez encore bien, donc vous avez aussi encore un revenu qui est très élevé, à ce moment-là, vous aurez droit à un reliquat de crédit d'impôt pour considérer qu'en fait, non, vous n'avez pas triché sur 2017, mais 2017 n'était que le reflet de votre activité réelle. Donc, voilà. Et juste un dernier point avant de vous perdre complètement. Sur les charges, sur les revenus fonciers, parce que là également il peut y avoir un jeu qui est de dire je vais décaler mes travaux sur 2018 de telle sorte que mes revenus fonciers 2017 n'étant pas taxés, je vais déduire comme ça, j'aurai un effet d'aubaine sur 2018. Alors là, ça a été pris en compte par le législateur, pas encore par le législateur, mais par le projet de loi de finances, qui prévoit qu'en 2018, pour les charges foncières déductibles, donc notamment les travaux, tout ce qui est travaux d'entretien et d'amélioration, en fait, on prendra comme travaux déductibles 50% des travaux engagés en 2017 et 50% des travaux en 2018. Voilà. Donc, alors je ne sais pas pourquoi ils ont pris ça. Enfin, je pense que c'est la façon d'éviter effectivement l'optimisation. Après, le taux de 50% n'a pas vraiment de logique à mon sens, mais, sauf qu'on divise 2 années en fait. Voilà donc pour ce qui concerne les revenus fonciers, et je crois que j'ai à peu près vraiment fait un rapide topo. Voilà. Et pour vous laisser plus de place aux questions. Merci. Alors, on va parler de la CSG. Alors, la CSG, oui, elle est comprise dedans en fait. Les prélèvements sociaux sont compris dedans en fait. Pardon, oui, j'aurais dû le mentionner. On paiera l'impôt sur le revenu et la CSG en même temps. Oui, mais par exemple pour les salaires, la CSG est déjà prélevée à la source. Ça n'a pas changé, grand-chose. C'est uniquement pour les revenus fonciers, effectivement, où là, il va y avoir un changement. Bien, alors, des questions. Monsieur Lafont. Bonsoir. J'ai une question. Pouvez-vous nous dire comment est imposé un président de la République? Alors, comme je n'ai pas encore président de la République comme client, mais je serais ravi. Tout au moins, ces indemnités, comment elles sont? Honnêtement, c'est une colle. Je me suis jamais posé la question. Je pense qu'il y a une partie d'indemnités qui sont non imposées et une partie qui est imposée. Oui, et c'est bien plus simple. Le taux d'imposition est bien plus simple. Et attends, je te redonne le micro. Et quand la CSG a été mise en place, on nous a dit que c'est une simplification et c'est dans le but de supprimer l'impôt sur le revenu. Mais aujourd'hui, je ne vois pas où est la simplification. Par contre, pour les élus, on simplifie bien les indemnités pour la taxation, puisqu'il y a un prélèvement à la source qui est moins de 2%. C'est bon. Voilà. Alors, sur la CSG, cela dit,
là où c'est quand même un impôt qui est très efficace. Donc, je ne sais pas si c'est simple, mais c'est très efficace. Et c'est là où il faut relativiser. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on dit que finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, plus de 50% des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu. Donc, ce qui peut poser effectivement une question par rapport à la participation de chacun à l'effort national. Mais ce qu'il faut voir quand même, c'est que chaque Français aujourd'hui, mis à part effectivement peut-être les élus, paye la CSG et paye la TVA. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a quand même effectivement une vraie participation de chacun à l'effort. Et en fait, pour moi, il y a quand même effectivement, c'est plus une problématique que lorsque vous avez un impôt qui n'est pas payé par 50%, plus de 50% de la population, là, c'est pas normal et du coup, c'est mauvais en termes de perception et de vécu pour la communauté nationale. Oui, j'approche le micro. Oui, je pense que, vu la complexité de tout ce que vous nous avez indiqué, si quelqu'un proposait ça en application dans une entreprise, il serait foutu à la porte sur le champ. Mais je reprends la question. Pour faire tout cette usine à gaz, quel est véritablement l'intérêt qui est caché derrière? Vous avez parlé des problématiques des gens qui ont une diminution de salaire d'une année sur l'autre. C'est vrai que ça peut changer quelque chose, mais est-ce que c'est vraiment la raison pour rentrer dans un tel système? En fait, la raison cachée, c'est quand même d'aller vers justement une fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG. Voilà. L'objectif ultime, c'est celui-ci, sachant que ce n'est pas forcément un objectif, parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'opposition décrit ce prélèvement, mais quand ils étaient dans la majorité, à un moment donné, il était aussi question de ce prélèvement à la source. En fait, ce qui est vrai, c'est quand même que la CSG est aujourd'hui l'impôt efficace, quoi. En ce qui concerne la taxation des revenus, parce qu'effectivement, il frappe tous les revenus. Et donc, à un moment donné ou à un autre, effectivement, si on voulait avoir une vraie réforme de la fiscalité, je donne un peu un avis personnel, mais pour moi, une vraie réforme de la fiscalité personnelle, ça passerait quand même effectivement par une harmonisation de l'impôt sur le revenu et de la CSG, notamment parce que ce que j'évoquais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un impôt sur le revenu qui n'est pas payé par finalement plus de la moitié des Français, et c'est pas sain. Alors que si effectivement on avait un seul impôt tel que la CSG, prélevé à la source, payé par chacun en fonction de ce qu'il gagne effectivement, ça me paraîtrait beaucoup plus simple. Et beaucoup plus motivant. Oui. Je voudrais savoir pourquoi la droite refuserait ces nouvelles dispositions qui sont appliquées dans la plupart des pays européens. Alors, moi, je ne sais pas. Enfin, j'ai pas la réponse. Je me méfie un petit peu. Je pense que dans ce comportement-là, mais il y a le comportement qu'on a connu en fait en 2012, hein, dès que François Hollande est arrivé à supprimer la TVA sociale pour finalement la réintroduire 2 ans plus tard en augmentant la TVA. Je pense que, vous avez le droit de pas être d'accord. Je pense que d'une certaine façon, c'est dire on va supprimer ce qu'a fait la gauche. Mais là-dessus, je pense que c'est pour ça là, pour le coup, on y revient tout à l'heure. Autant je pense que la suppression de l'ISF, on y viendra. Autant le fait qu'il supprime finalement le prélèvement à la source, il l'annonce aujourd'hui, parce que c'était la posture, sans aucun jugement, mais de Nicolas Sarkozy lors du débat de la semaine dernière. À plusieurs reprises, il a dit, mais de toute façon, à partir du moment où ça a été fait par la gauche, si j'ai bien compris, à partir du moment où c'était fait par la gauche, je vais revenir dessus. À mon avis, c'est un peu court, quoi. Donc, je pense que le prélèvement à la source, à mon avis, je ne suis pas sûr qu'en fait il ne soit pas effectivement mis en vigueur, entré en vigueur. Avec, encore une fois, cette perspective-là de fusion à terme de l'IA et de la CSG. J'en ai pas pour longtemps. Je voudrais juste savoir si la droite envisage de faire payer des impôts à tout le monde, ne serait-ce qu'un tout petit impôt symbolique, avec une déclaration, puisqu'il s'agirait de ne plus prélever à la source, pour que chacun se sente concerné par la vie publique. Alors de ce que j'ai lu, à part Jean-Frédéric Poisson, les autres candidats ne sont pas réellement sur une réforme de l'impôt sur le revenu, enfin sur du barème de l'impôt sur le revenu.
Sachant que la CSG, tout le monde. Mais le problème, c'est que. Mais c'est pas perçu, c'est un problème. Pour moi, c'est une problématique de perception. C'est perçu sur le site d'après. Oui, j'aurais souhaité faire quand même peut-être une observation sur le problème du prélèvement à la source. Moi, bon, d'abord, ça relève un petit peu de l'anesthésie fiscale, parce que tout ce qui est prélevé en amont, on le regarde un petit peu moins, et c'est peut-être une façon déguisée de mieux supporter, de mieux faire supporter les hausses d'impôts, parce que j'ai peur que ce ne soit pas totalement terminé. Mais je voudrais faire une observation sur le plan économique du danger qu'il va y avoir. Parce que je pense que quand les salariés, en 2018, le salarié qui fin janvier va voir le net, le chèque, enfin le virement qui lui est fait sur son compte amputé de l'impôt, eh bien je pense que ça va entraîner chez lui, il va dire tout de suite, oh là là, mais ça y est, j'ai plus assez d'argent. On l'a déjà vu dans nos entreprises, quand on a instauré les mutuelles obligatoires pour tout le monde, où il y a des salariés qui sont venus se plaindre auprès de nous et de nous dire « Mais comment ça se fait, je gagne moins que le mois précédent ?» Ben oui, bien sûr, monsieur, puisque vous avez une mutuelle et que vous en payez 50%. Mais ce n'est pas notre faute, allez voir le gouvernement pour ça. Mais le salarié, je veux dire, un peu lambda quelquefois, il a ce vrai problème. Et donc ça risque d'entraîner une sorte de dépression économique par une crainte dans les premiers mois, compte tenu de la baisse du revenu qui rentre dans le ménage, d'une certaine baisse de la consommation. Et moi, j'y vois un certain danger. Et deuxièmement, comme les gens vont toucher moins, peut-être qu'il y aura aussi une pression vers les entreprises pour que les salaires augmentent un petit peu plus, pour atténuer l'effet de ce prélèvement. Donc il y a quand même un danger économique et social, si je puis dire, dans ce prélèvement, ou dans ce passage au prélèvement à la source. Non, je suis assez d'accord. Je pense qu'en fait, les seuls qui devraient être assez contents, c'est les footballeurs, qui viennent de l'étranger, parce que eux, en fait, sont payés avec une retenue à la source. Et donc, effectivement, eux négocient leur salaire net. Mais à part eux, je pense qu'effectivement, ça va être compliqué. Merci pour l'observation. Je laisse poser une question ici, après je reviens vers vous, monsieur. Allez-y. Bonsoir, maître. Donc, vous m'avez dit, en vous exposant la CSG, donc qui est un impôt extrêmement simple, donc on l'a dit, donc à la source et sur tous les revenus. Mais est-ce que finalement la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, ça ne va pas tendre vers, encore une fois, une progressivité de l'ensemble, alors que pour l'instant c'est un impôt proportionnel? Et surtout, qu'est-ce qu'on va faire des niches fiscales? Parce que pour l'instant, il y en a énormément qui niquent l'impôt sur le revenu. Sur les niches fiscales, elles sont quand même aujourd'hui, avec un plafond à 10 000 euros, il n'y a plus beaucoup de niches fiscales réellement efficaces, mais effectivement, mais un impôt, pour qu'un impôt soit rentable, il se doit d'être efficace, et effectivement, l'impôt le plus efficace, c'est celui qui est où on est à la base sur un taux proportionnel et avec le moindre de niches fiscales. Je pense que si Jean-Philippe Delsol était là, c'est ce qu'il vous dirait, c'était que la vraie... si on veut qu'un impôt sur le revenu soit efficace, il faut un taux proportionnel relativement faible, voilà, entre 17 et 22%, c'est un petit peu la moyenne en fait des taxes qu'on trouve dans les États, et zéro niche fiscale. Oui, bonsoir maître. Alors j'ai d'abord une remarque. Donc s'agissant de la retenue de la source, ça va être l'entreprise qui va être mise à contribution. Il va falloir donc s'organiser, renforcer nos services comptables pour opérer ce prélèvement, sans contrepartie. Et deuxièmement, j'ai une question. Dans votre démonstration sur 2017, l'année, on va dire, entre deux, un chef d'entreprise est amené à arbitrer entre dividendes et salaire. Alors, vaut-il mieux pas privilégier la partie salaire? Si, à partir du moment, encore une fois, vous serez simplement barré par la comparaison avec vos revenus de 2014, 2015 et 2016. Donc, vous aurez un impact favorable, mais sous réserve que vous restiez. C'est-à-dire que tout, en fait, si votre salaire, votre rémunération de dirigeant 2017 excède la rémunération que vous avez eue au cours des 3 années précédentes, sauf à démontrer, alors, effectivement, il y a une construction peut-être à faire,
que cette hausse se justifie par des meilleurs résultats ou je ne sais, mais sinon, en fait, vous serez limité en fait, par vos revenus des années précédentes. Donc, vous n'aurez pas d'effet d'optimisation. Sachant que, en ce qui concerne cette fameuse année 2017, donc le texte prévoit des mesures spécifiques anti-optimisation, plus une clause balai, par laquelle en fait, l'administration fiscale se réserve le droit de demander en fait, à tout contribuable de justifier en fait, de ses revenus et pourquoi il a perçu tel revenu un peu exceptionnel sur l'année 2017. Et voilà. Et le cas échéant, s'il ne peut pas justifier en fait la cohérence de ce revenu par rapport à une activité, il y aura une remise en cause en fait à ce moment-là du crédit d'impôt appliqué sur ce revenu. Je ne sais pas si encore. Oui, je vais rapporter. Simplement, on se rend bien compte que bon, c'est extrêmement complexe, que dans bien des cas ça peut fonctionner peut-être bien, mais que dès lors qu'on a besoin de rectification, il va falloir aller échanger avec les services. Quand on sait la difficulté qu'il y a parfois à se faire entendre et à avoir des réponses dans des délais corrects vis-à-vis des administrations, comment est-ce que tout cela va se régler? Parce que ça peut être aussi individuellement difficile. Et je trouve qu'on multiplie finalement les nécessaires retours à l'administration pour arbitrer une situation. Et est-ce qu'il y aura les moyens d'une réaction suffisamment efficace dès lors qu'il y aura besoin de rectifier une situation? Non, c'est toute la problématique des moyens de l'administration fiscale qui sont quand même compressés aujourd'hui, globalement. Mais alors, pour répondre à votre question, effectivement, mais tout doit passer par l'administration fiscale, c'est-à-dire que notamment les changements de taux ne peuvent pas être prévus, enfin ne pourront pas être demandés directement par le salarié à son employeur. Donc en fait, tout doit effectivement passer par l'administration qui va ensuite rebasculer vers l'information vers l'employeur, sachant en fait que dans le texte, il est prévu qu'à chaque fois que le contribuable demandera un changement de taux, donc ça doit se faire par courrier, l'administration fiscale c'est d'ores et déjà prévu 3 mois pour mettre en œuvre le changement de taux, et derrière l'entreprise aura 2 mois pour elle-même modifier l'information dans le logiciel paye ou dans sa compta. Et vous voyez qu'en fait, effectivement, il y a déjà prévu un délai de 5 mois. Donc effectivement, dans les faits, ce qui montre qu'effectivement l'objectif qui serait d'ajuster au plus vite le taux d'impôt par rapport à la situation, c'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux, voilà. Dans un certain nombre de situations, c'est pas facilement un vœu pieux. Quand il y a une question... Vous avez en partie répondu. Vous avez en partie répondu. Est-ce que quand un couple où la femme peut gagner plus que son mari, ça n'arrive jamais. Si, ça arrive de plus en plus. Est-ce qu'ils sont obligés de faire connaissance à leurs entreprises du taux moyen, ou s'ils peuvent continuer à avoir un taux différentiel au niveau du prélèvement? Alors effectivement, il y a la possibilité pour les machos de demander en fait à ce qu'il y ait un taux séparé. Et dans l'inverse, c'est vrai aussi. Donc normalement, c'est le taux du foyer fiscal qui s'appliquera. Mais effectivement, là aussi, vous pouvez demander à l'administration fiscale opter pour un taux individualisé qui sera à ce moment-là calculé en fonction des salaires propres de chacun plus la moitié des revenus communs. Et justement, dans une des critiques qui est formulée, il y a ce risque d'une individualisation de l'impôt et d'une moindre reconnaissance de l'aspect familial, du foyer fiscal. Est-ce que c'est véritablement un risque ou pas? Non. Est-ce qu'on va dans cette direction de ce fait, c'est-à-dire plus de foyer fiscal, mais une imposition par individu? Alors, normalement, non. Alors, c'est vrai que pour l'instant, le foyer fiscal reste le principe et la règle en droit fiscal français. C'est un des principes fondamentaux de l'impôt sur le revenu. Normalement, le taux effectif d'imposition qui sera appliqué pour le prélèvement à la source tient compte de ce quotient familial. Après, ce qui est vrai, c'est que dans les États
où on applique le prélèvement à la source, il y a en fait une imposition qui est par tête et non pas par foyer fiscal. Donc c'est le cas notamment en Angleterre ou aux États-Unis. C'est quand même une direction. Donc ça pourrait être effectivement une direction. Une dernière question, j'ai vu... il y avait deux... Alors, je ne vous ai pas donné le micro tout à l'heure. Tous les retraités, ce sont les caisses de retraite qui vont s'occuper du prélèvement. C'est ça. Oui. À un moment donné, il avait été question que ce soit des banques qui le fassent, mais non, ça a été abandonné. J'ai vu encore une main qui se levait. Voilà. Oui, on se pose 1000 questions, on reprend tout au départ, alors qu'on vient de le dire, beaucoup de pays le pratiquent déjà. Donc déjà, quels sont ces pays et pourquoi ne va-t-on pas leur demander quels en sont les avantages et les inconvénients, au lieu de se poser toutes ces questions en réinventant le fil à couper le beurre. Alors, je ne connais pas l'histoire fiscale de tous nos pays, donc je ne pourrais pas vous dire. Ce que je pense, c'est que, en tout cas, pour les pays anglo-saxons où c'est la règle, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis, ça a été de tout temps. Et en Allemagne aussi. À ma connaissance, il n'y a jamais eu ce concept français où il y a un an d'écart. Toute la difficulté, là, technique et on le voit fiscale, c'est le basculement d'un système à l'autre. Donc c'est là toute la difficulté. Mais c'est aussi ce qu'on nous vend, entre guillemets, en disant tous nos pays voisins appliquent le système de la retenue à la source, donc faisons-le. Mais c'est vrai que alors la Belgique a aussi un système de quotient familial qui est beaucoup moins intéressant. Donc on est à peu près le seul pays, par contre, qui a un quotient familial. Donc c'est vrai que derrière, je pense que vous avez raison de souligner que c'est l'amorce quand même d'une réforme plus profonde de l'impôt sur le revenu.